Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, une reprise partielle de la dette par l'État, des primes pour le personnel et 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Ce sont les principales annonces du plan hôpital présenté hier par Édouard Philippe. On en parle avec le sénateur socialiste de l'Aisne, Yves Daudigny, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, porte-parole du Parti communiste. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, nous nous intéressons au quotidien des maires. Aujourd'hui, direction Los-en-Gohelle. C'est dans le Pas-de-Calais, une commune qui a fait le pari de la démocratie participative. Et puis enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons notamment du déplacement d'Emmanuel Macron dans la Somme. Il y sera pendant 2 jours. Le président de la République qui retrouvera donc sa ville natale d'Amiens. Et justement, on sera sur place avec nos partenaires du Courrier Picard. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 21 novembre. Édouard Philippe devant les maires cet après-midi. Il prononcera le discours de clôture du 102e congrès des maires de France. Et hier, c'est Emmanuel Macron qui a reçu 1500 maires à l'Élysée. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites remis aujourd'hui, il s'annonce explosif. Un déficit du régime de retraite estimé entre 8 et 17 milliards d'euros en 2025. Parmi les pistes proposées par le corps, le report de l'âge de départ à la retraite. Et puis le Sénat débute aujourd'hui l'examen du budget 2020. Il prévoit 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu et la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux. Pour la droite sénatoriale, ce sont des mesures en trompe-l'œil. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de l'Aisne, siège dans le groupe socialiste. Bonjour Yves Daudigny. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par ce plan hôpital présenté hier par Édouard Philippe. Je le disais, une reprise partielle de la dette par l'État, des primes pour le personnel, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Est-ce que pour vous, c'est un bon plan ? Si je voulais être à la hauteur du lyrisme de la journée d'hier, de la présentation du Premier ministre et de Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, je pourrais dire finalement un plan qui est à côté. Donc tout à fait à côté de la réalité aujourd'hui de la situation d'hôpital. Si je veux être mesuré, je pourrais dire un plan à minima. Un plan à minima dans l'ensemble de ces mesures telles qu'elles ont été présentées. Alors quand même, le gouvernement met sur la table 12 milliards d'euros sur 3 ans. Est-ce que vous dites ce n'est pas rien? Et surtout, est-ce qu'il pouvait faire plus? La question n'est pas de savoir s'il pouvait faire plus. Nous avons voté au mois de décembre dernier 10 milliards en une seule journée à suite du mouvement des Gilets jaunes. Lorsque le gouvernement a supprimé d'un trait de plume l'impôt sur la fortune, il a privé le budget de la France de 4,7 milliards de recettes chaque année. Donc c'est une question de volonté. L'hôpital est en crise, c'est une crise grave, il est en rupture. Les personnels sont en souffrance, il y avait besoin d'un choc très fort. Est-ce que ça, c'est le choc très fort attendu? Non, ce n'est pas le choc très fort. Ce n'est pas le choc très fort au niveau financier. Il y a abus sur le 1,5 milliard. En fait, le 1,5 milliard qui est annoncé, ce sont 300 millions pour le budget à venir, 200 millions l'année suivante, 200 millions de plus l'année suivante. Donc 300 plus 200 plus 200. Mais 700 millions, en réalité, le 1,5 milliard, c'est le cumul des sommes sur les 3 années. Ensuite, la mesure de reprise de la dette est une bonne mesure, nous l'avions suggéré. Pourquoi reprendre 10 milliards, un tiers seulement? Aujourd'hui, les conditions financières, le fait que la dette vis-à-vis de Maastricht pouvait l'absorber, la bonne mesure aurait été de reprendre les 30 milliards de dette. Mais en tout cas, vous voterez, ça passera par une loi qui sera présentée au premier semestre, cette reprise de la dette. Cette loi, vous la voterez? Vraisemblablement, nous allons regarder avec nos collègues du groupe, mais c'est une bonne mesure, elle va dans le bon sens, mais elle est insuffisante et le gouvernement pouvait faire mieux également sur la reprise de la dette. Alors, on a compris votre position sur la reprise de la dette, vous attendiez une reprise totale. Pour vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait d'autre, qu'il y ait de plus dans ce plan pour que vous qualifiez ce plan de bon plan? Il fallait une mesure choc, plus importante financièrement.
par exemple, annoncé 1 milliard la première année, de façon à relancer effectivement les investissements, à permettre la création d'emplois et à faciliter les embauches. Alors, les problèmes sont multiples. Il y a la question fondamentale de l'attractivité aujourd'hui des métiers à l'hôpital. Et des négociations devraient être engagées pour de véritables négociations salariales. Les personnels ont réclamé 300 € par mois. Il leur est offert à Paris donc 800 € sur une année. On n'est pas à la hauteur de la demande. Et puis, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que les aspects financiers. Il y a aujourd'hui un problème de sens à l'hôpital. Il y a une question qui est posée. Quels sont les objectifs de l'hôpital aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit d'équilibrer les comptes, voire de faire du profit, ou est-ce qu'il s'agit de soigner le mieux possible l'ensemble des Français? C'est à cette question qu'il faut répondre. Quelle est la place de l'hôpital dans le système de santé? Et nous pensons que le gouvernement devrait ouvrir des états généraux de l'hôpital, alors il les appelle comme il veut, où participeraient à la fois les professionnels de santé, mais aussi les usagers, mais aussi les politiques, pour définir bien la place de l'hôpital, son rôle, redonner du sens au travail à la fois des médecins, des infirmières. C'est ce que vous demandez ce matin, des états généraux de l'hôpital. Ouais. Agnès Buzyn, ce matin dans Le Parisien, dit qu'il y a eu un sous-investissement depuis 15 ans à l'hôpital. Est-ce que la gauche n'a pas aussi sa part de responsabilité dans la situation actuelle des hôpitaux? Oui, certainement, je ne vais pas l'écarter. La crise de l'hôpital n'a pas démarré il y a 2 ans. Et la gauche n'est pas non plus seule responsable. Alors il y a eu le phénomène des 35 heures qui a été mal traité à l'hôpital, qui a eu des conséquences en désorganisant les services, mais il y a aussi la loi Bachelot, donc, qui a créé en fait ce qu'on a appelé l'hôpital entreprise, qui a écarté les médecins des instances de direction, qui a supprimé les conseils d'administration. Il y a eu également la mise en place de la T2A. Alors la T2A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus vous faites d'actes, plus vous gagnez d'argent à l'hôpital. Donc c'est la course, d'une certaine façon, à la recette, presque la course au profit qui tue les valeurs de l'hôpital. Ce plan hôpital, il a créé de la colère au Sénat chez les sénateurs lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les sénateurs disaient que d'examiner ce projet de loi sans connaître les mesures, ce n'était pas possible, c'était un mépris du Parlement. Est-ce que maintenant que vous connaissez les mesures, l'examen du projet de loi de financement qui aura lieu en fin de semaine prochaine se déroulera dans des conditions plus sereines? Alors aujourd'hui, je ne peux pas bien vous le dire encore. Nous allons continuer de regarder quelles sont les mesures. Nous allons évidemment regarder avec beaucoup d'attention quel est le texte que l'Assemblée nationale va nous transmettre après l'avoir elle-même examiné donc en début de semaine prochaine. Et puis nous déciderons ensuite de l'attitude à adopter pour le dernier week-end du mois de novembre. Est-ce que vous pensez que ces mesures, en tout cas, vont calmer la colère du personnel des hôpitaux et vont calmer la colère de la rue? Pour les hôpitaux, je crains que non. J'ai regardé les premières réactions, celles des médecins. Elles sont très défavorables. C'est une grande déception. Je n'ai pas les réactions des collectifs, et en particulier le collectif Inter-Urgence. J'imagine également leur déception. Alors, qui met aussi la colère dans la rue, c'est cette réforme des retraites. Aujourd'hui, il y a la remise du rapport du Conseil d'orientation des retraites et il alerte sur un déficit entre 8 et 17 milliards à l'horizon 2025. Ce sont les estimations du corps. Est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps pour équilibrer le régime ? C'est une question qui est posée aujourd'hui à laquelle on n'a pas véritablement encore la réponse. Quelle est la valeur exacte des déficits qui sont aujourd'hui proposés, qui sont inscrits par le corps? On ne le sait pas vraiment. Je crois qu'il y a un sujet sur la retraite qui est le sujet donc, de la retraite par points. Alors la CFDT y est favorable, mais on peut facilement voir que la retraite par points peut être un instrument demain pour diminuer les pensions. Donc vous n'y êtes pas favorable? Il faut y mettre beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions dans la mise en place d'un système. Je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui de supprimer tous les régimes. Il y a les régimes spéciaux qui ont déjà été beaucoup modifiés par des gouvernements précédents. Il y a les régimes particuliers autonomes, exemple les avocats, les professions libérales, dont on voit mal comment ces régimes pourraient être intégrés dans un régime général. Et puis il y a le fait que en fait, l'État prend la main
plus de partenaires sociaux sur la valeur du point. Et c'est la valeur du point qui devient décisive dans un tel système qui peut permettre, le cas échéant, de diminuer les pensions. Donc il y a danger. Je veux vraiment souligner que la CFDT, qui est favorable au système par points, demande en contrepartie la prise en compte de la pénibilité des différents métiers et elle n'est pas suivie par le gouvernement sur cette voie. Vous demandiez tout à l'heure des états généraux de l'hôpital. Est-ce que là, il faut une grande conférence sociale sur cette réforme des retraites avant le 5 décembre? C'est une demande notamment des centristes. Certainement, oui. Je pense que la demande a du sens. Donc pour vous, vous y êtes favorable, même si pour le moment Matignon n'y est pas forcément favorable. Sur la mobilisation du 5 décembre, est-ce que vous soutenez cette mobilisation? Oui, nous soutenons cette mobilisation. Il y a une grande colère dans le pays. Nous vivons une époque qui est celle de la montée des injustices, de la montée des inégalités. Alors c'est mondial, c'est le cas également en France, c'est la conséquence de la mondialisation du système capitaliste dans son évolution actuelle, capitalisme financier. Et lorsque ces montées d'injustice se font avec les chaînes d'information continue, avec les réseaux sociaux, elles amènent à des révoltes qui sont très fortes. Et je voudrais insister sur un point, c'est le danger que représente la façon de gouverner du président de la République, qui est en train de prendre l'habitude de répondre lui-même directement à des manifestations de rue. Il a d'ailleurs présenté le plan hôpital le jour de la manifestation. Il continue de passer au-dessus des corps intermédiaires, c'est-à-dire passer au-dessus des syndicats, passer au-dessus du Parlement. C'est très dangereux. Parce que demain, si la rue devient plus violente, quelle sera sa capacité à réagir et à la contenir? Et vous pensez que ça peut aller jusqu'où, du coup, cette mobilisation, ces manifestations du 5 décembre et cette colère de la rue, finalement? Je ne peux pas vous dire, nous allons... Vous êtes inquiet sur ce qui peut se passer? Oui, je suis inquiet sur l'état, aujourd'hui, de la société française, qui est une société fragmentée, qui est une société donc, où les inégalités sont très fortes, où la justice sociale n'apparaît pas comme un moteur de l'action publique, et tout ceci peut amener à des comportements extrêmes. Alors, vous dites que vous soutenez cette mobilisation du 5 décembre, vous la soutenez jusqu'où? Est-ce que ça peut amener un blocage du pays? Je ne sais pas s'il faut aller au blocage du pays. Moi, je ne suis pas partisan de solutions extrêmes dans n'importe quel domaine. Mais il faut que la colère puisse s'exprimer. Il faut qu'elle soit encadrée par les syndicats. C'est le rôle du gouvernement de donner aux forces intermédiaires, aux syndicats, leur place pour qu'il y ait des possibilités de négociation et pour que cette colère puisse être contenue. Vous me parliez des relations entre Emmanuel Macron et la rue, Emmanuel Macron et les corps intermédiaires. Pour vous, même dans l'acte 2 du quinquennat, qu'il a promis comme un acte de dialogue, il ne prend toujours pas en compte ces corps intermédiaires, il ne prend toujours pas en compte le Parlement? Le Parlement, l'exemple du PLFSS est terrifiant. Nous étions, madame, en train de discuter de quelques dizaines de millions de différentes mesures dans le PLFSS, quand dans le même temps, le président de la République se préparait à annoncer donc des mesures en milliards. Peut-il y avoir plus fort mépris du Parlement? C'est-à-dire, la crise de l'hôpital n'a pas débuté il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. La loi de financement de la sécurité sociale, elle est programmée. Comment peut-on imaginer, alors est-ce une inconséquence totale, que l'on démarre un projet de loi de financement et en parallèle, on démarre avec le président de la République une autre démarche. C'est absolument le mépris du Parlement, en effet. Allez, on va parler d'un autre gros texte qui arrive au Sénat aujourd'hui, c'est le budget. On en parle avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Yves Daudigny. Bonjour. Et le Sénat entame donc cet après-midi l'examen du budget 2020. Voilà, c'est la moitié de la course dans ce marathon budgétaire. Après le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on vient de parler. Et il s'agit maintenant d'examiner le projet de loi de finances, le budget de l'État. Depuis 1 mois et demi, chaque membre du gouvernement a présenté la feuille de route de son ministère en audition. Il s'agit maintenant en séance de voter toutes les orientations du gouvernement. Petit rappel, ce projet de loi de finances 2020, il entend baisser
baisser les prélèvements obligatoires pour les ménages. Il s'agit d'une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Ça va concerner 17 millions de foyers selon le gouvernement. Ce sont ceux qui payent les 2 premières tranches de l'impôt. Autre mesure, vous le voyez, la suite de la suppression de la taxe d'habitation. Un budget de réponse à la crise des gilets jaunes avec des mesures qui rompent avec 10 années d'augmentation massive de la pression fiscale, dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors Quentin, comment ce texte va être accueilli au Sénat ? Je dirais avec fraîcheur, car les sénateurs de droite, ils reprochent au gouvernement de creuser la dette pour financer ces mesures. Et derrière, ce sont nos impôts qui payent les intérêts de la dette, rappellent ces sénateurs LR. Pour les sénateurs de droite, il y a bien une baisse de l'impôt, mais il y a un hic. Écoutez Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget. Les baisses d'impôts, il y en a notamment sur l'impôt sur le revenu. Le problème, c'est que c'est compensé par des hausses par ailleurs. Une multitude de petites taxes qui vont toucher notamment l'énergie, qui vont toucher un certain nombre de secteurs économiques. Donc, parfois, sous couvert de fiscalité verte, on fait de la fiscalité de rendement, c'est la fiscalité pour augmenter les recettes de l'État et pas pour accompagner les Français. Autre point à surveiller, c'est l'examen de l'article 5 sur la compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. On en parle beaucoup cette semaine à l'occasion du congrès des maires de France qui se tient porte de Versailles. À l'unanimité, les membres de la commission des finances refusent de voter le nouveau mécanisme avec cette part de la taxe sur le foncier bâti qui doit être transférée aux communes. Selon Bruno Retailleau, cette réforme de la fiscalité locale a été faite sur un coin de table. Écoutez-le. L'État ne sait pas où il va. Il y a une compensation, mais sauf qu'il y a des communes qui sont pourtant pauvres et qui vont se retrouver soi-disant riches. Il y a plein d'effets pervers. Donc ce qu'on dit simplement à l'État, stop. Nous, on entérinera une vraie mutation, une vraie compensation qu'à partir du moment où vous nous donnerez toutes les simulations pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de bug. L'État aujourd'hui est incapable de nous procurer ces simulations. Voilà, quant à la gauche, peut-être que vous allez nous parler de votre vision pour ce PLF, mais elle est déjà très critique. La semaine dernière, votre patron de groupe, Patrick Kanner, a parlé d'une impasse budgétaire face à l'équation de ce projet de loi de finances. Il a dit « Nous sommes presque devant des pieds nickelés budgétaires ». Merci Quentin. À tout à l'heure pour la revue de presse. Monsieur le sénateur, comment vous le qualifiez, vous, ce budget ? On a entendu l'expression de Patrick Kanner. C'est un budget de renoncement. C'est un budget qui renonce à traiter ce qui est aujourd'hui le problème principal du pays, celui des inégalités. Alors, exemple, la taxe d'habitation. J'ai toujours entendu, toute ma vie politique, que c'était un impôt particulièrement injuste. Mais supprimer la taxe d'habitation ne suffit pas à rétablir la justice fiscale. Alors moi, je voudrais citer l'INSEE, qui a présenté il y a 2 jours son portrait social, et qui indique que plus on est riche dans ce pays, plus on profite des mesures économiques et sociales qui sont prises par le gouvernement depuis le début. Alors ça a commencé avec l'impôt sur la fortune, avec la fiscalité sur les produits du capital. Toutes les mesures qui sont présentées, lorsqu'elles profitent à l'ensemble de la population, profitent encore beaucoup plus aux familles qui sont les plus aisées. Alors, suppression ou diminution d'impôts, évidemment, les personnes qui ne paient pas d'impôts, celles qui ne paient pas la taxe d'habitation, ne pourront pas bénéficier de ces mesures. Alors, mais vous dites quand même que cette suppression de la taxe d'habitation, c'est une bonne mesure ou pas ? On l'a défendu, on l'a toujours considéré dans ma vie politique que la taxe d'habitation était un impôt injuste. Donc peut-être fallait-il la supprimer, mais pas obligatoirement dans les conditions qui sont celles du gouvernement, qui sont des conditions qui ne prennent pas en compte les difficultés d'une grande partie de la population. Est-ce que pour vous, il faut accepter de creuser la dette pour financer les mesures de pouvoir d'achat qui sont contenues dans ce budget ? Peut-être faut-il profiter des taux qui sont très bas et peut-être ne fallait-il pas surtout toucher à certaines recettes. L'an passé, il y a eu doublement des aides donc, au secteur économique avec la suppression du CICE, 2 fois 20 milliards. Peut-être qu'il aurait été possible d'économiser 20 milliards sur les 40 milliards. Il était possible, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de garder les 4,7 milliards de l'impôt sur la fortune, qui était une recette annuelle. Donc il faut jouer sur les recettes et jouer également sur les dépenses. Alors on pourrait dire, bon, tout ceci n'est pas un budget de redistribution, mais au moins les comptes sont rétablis. Mais là aussi,
le gouvernement renonce. Il n'est pas sur les objectifs qu'il avait fixés en matière de déficit et en matière de dette. Mais en tout cas, est-ce que vous dites que les mesures, notamment les mesures de baisse d'impôts, 5 milliards d'impôts sur le revenu en moins, 9,3 milliards d'impôts en moins en tout dans ce budget 2020, est-ce que ça, ce sont de bonnes mesures? L'impôt ne doit pas être considéré comme devant obligatoirement être supprimé. C'est l'impôt qui permet de vivre ensemble, c'est l'impôt qui permet de mettre en place les services publics. Et dans notre société aujourd'hui, nous avons besoin de plus de services publics, nous avons besoin de policiers, nous avons besoin d'infirmières dans les hôpitaux, nous avons besoin de juges dans les tribunaux. Donc il faut considérer l'impôt non pas au niveau de ce qu'il pèse, mais au niveau de ce qu'il permet de mettre en place. Donc pas une bonne idée de le baisser pour vous? Pas obligatoirement. Ce qu'il faut regarder, ce sont les contreparties. Quels sont les services publics offerts à l'ensemble de la population? Allez, on va, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Houdemont, c'est en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. On va retrouver nos partenaires de Vosges Matin. Bonjour Alexandre Poplavski-Mayor. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur départemental de la rédaction de Vosges Matin et vous allez nous parler de l'ouverture des stations de ski de fond. Oui, on va déjà parler un peu de l'actualité depuis le début de semaine, qui est l'offensive de la neige. Dès lundi, elle a surpris les Vosgiens et mis une belle pagaille sur les principaux axes routiers du département. Dans le secteur du massif des Hauts-de-Vosges, il a fallu bloquer la circulation des camions. Des bus scolaires ont été également retardés et finalement, il a dû falloir installer une cellule spéciale pour réguler un peu cette circulation. Les pompiers sont intervenus une trentaine de fois. La chute des arbres a également provoqué des coupures de courant. Jusqu'à 2000 foyers ont ainsi été privés d'électricité. Ça, ce sont les mauvais côtés de la neige. Rassurez-nous, il y a aussi des bons côtés. Le bon côté, c'est que depuis hier, effectivement, les stations de ski ont commencé à ouvrir. Et donc, pour les pistes de ski de fond, plusieurs pistes sont ouvertes depuis ce mercredi, notamment dans le secteur de la Bresse, où 18,5 km de pistes ont été ouvertes. Et pour le ski alpin, le Markstein, qui est sur le versant alsacien des Vosges, a également ouvert de manière exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire que ce week-end va marquer le coup d'envoi de la saison de ski, Alexandre ? Alors, les stations sont en tout cas en veille dès maintenant. Si la couche de neige se maintient, on attend de l'affluence dès ce week-end. Sinon, à partir du 30 novembre, les stations vont ouvrir les unes après les autres. Dans les Vosges, 2 stations d'ailleurs figurent dans le palmarès des stations où on peut profiter de la neige à moindre coût. C'est Saint-Maurice-sur-Moselle et Gérardmer qui sont respectivement à la 3e et 6e place du classement. Voilà, donc il faut aller skier dans les Vosges. Et puis qui dit neige, dit aussi compétition de ski. Et oui, et l'ambassadeur dans les Vosges, c'est Clément Noël. Le jeune Vosgien de 22 ans a pour mémoire terminé 2e l'année dernière de la Coupe du Monde de slalom. Ce dimanche démarre la saison internationale en Finlande. Et pour le Vosgien Clément Noël, l'objectif est de faire aussi bien que la saison précédente, sachant qu'il a une pression supplémentaire. Le maître incontesté de la discipline, l'Autrichien Marcel Hirscher, a décidé de tirer sa révérence et prendre sa retraite. Du coup, Clément se voit propulsé comme favori de ce championnat du monde. Voilà, grosse pression sur les épaules de Clément Noël. On lui souhaite bonne chance pour cette saison de ski. On va revoir la une de Vosges Matin, Alexandre, avec vous, la une, les joies des premières glisses. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et on va maintenant passer à la revue de presse de votre département de l'Aisne avec Quentin Calmet qui revient. Voilà, j'arrive tout chousse sur le plateau. C'est ça. Ça bien, bonne transition, Quentin. On va commencer avec l'Union. Voilà, on va commencer avec l'Union. Et effectivement, ce titre allant des associations en panne de dons, car on parlait la semaine dernière des banques alimentaires qui s'inquiètent de la fin de certaines subventions européennes qui leur font craindre une forme de disette. Et bien dans l'Union, on revient sur la diminution des dons avec le visage de cette bénévole du Secours catholique Viviane. Au Secours populaire, on organise des braderies. Au Secours catholique, on économise, nous dit l'article. Et on enchaîne avec le Courrier Picard. Voilà, avec il y
y a 3 jours, hein, ce pont qui effectivement s'est effondré dans le sud de la France, dans le Midi. Eh bien là, on parle de la sécurité des ponts qui fait débat dans l'Aisne avec effectivement ces ouvrages d'art qui inquiètent, comme ce pont à Saint-Quentin. Regardez, je vais zoomer. On voit cette fissure qui eh bien, est très visible au milieu du pont. Ça avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et le Courrier Picard qui raconte le débat entre élus départementaux qui s'inquiètent, même si la situation est plus grave dans d'autres départements, nous dit l'article. Ces travaux, eh bien, ils coûtent cher. On en parle dans le Courrier Picard de 4 millions d'euros pour le pont de Vaux à Laon. Il a d'ailleurs fallu s'entendre avec la SNCF qui est propriétaire pour partie de l'édifice. On voit qu'il y a beaucoup de complexité dans ce dossier très sensible des ouvrages d'art qui sont parfois très fragiles. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de presse du département de l'Aisne. Est-ce que vous voulez réagir, monsieur le sénateur, à l'un des 2 titres présentés par Quentin? Le sujet des ponts, c'est une grande difficulté pour le conseil départemental. Je l'ai connu, ce problème, dans des responsabilités antérieures, en particulier pour les 2 ponts que vous avez cités, à Laon et à Saint-Quentin. Il n'y a pas de solution évidente sans l'aide et le concours de l'État, car les frais engagés sont très importants. Allez, puisque vous parlez des collectivités et des élus, Édouard Philippe est attendu cet après-midi devant les maires de France. Emmanuel Macron y était il y a 2 jours. Il a reçu des maires à l'Élysée hier. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement, que l'exécutif a changé d'attitude avec ces maires de France? Le président de la République a eu besoin des maires. Et il s'est adressé à eux lorsqu'il s'est trouvé en grande difficulté au moment de la phase la plus violente de révolte des Gilets jaunes. Est-ce qu'il répond aujourd'hui à leur attente? J'ai cru comprendre, je n'y étais pas, que le président de l'Union des maires, le premier vice-président, avait posé un certain nombre de questions sur les finances, sur l'intercommunalité, et que le président avait répondu en énumérant l'ensemble des mesures qu'il avait déjà prises, sans parler, par exemple, de décentralisation, tel que le sujet court actuellement. Je ne suis pas sûr que le président de la République, qui n'a jamais exercé de responsabilité locale, je pense que c'est une difficulté pour lui. C'est une différence importante avec ses prédécesseurs qui avaient été responsables au niveau local, au niveau départemental. Lui n'a jamais eu de telle responsabilité. Je pense qu'il est en difficulté lorsqu'il s'adresse aujourd'hui aux collectivités territoriales et en particulier aux maires. Aux maires. Qu'est-ce qu'ils vous disent les maires de votre département de l'Aisne? Les maires sont inquiets sur les aspects financiers, sur donc les dotations de l'État. Alors c'est vrai qu'à un certain moment, elles ont été réduites, qu'elles sont maintenues aujourd'hui, et ils sont inquiets sur le rapport entre la commune et l'intercommunalité. Alors moi-même, j'ai créé des intercommunalités, mais je défends le rôle des maires. Je dis souvent, les maires, ce sont vraiment les fantassins de la République. Ils sont indispensables. Ils sont la présence de l'État dans leur commune. Ils sont à la fois animateurs, porteurs de projets et face aux difficultés. Il faut maintenir des maires avec des responsabilités sur le maillage territorial. Et voilà pour votre message. Merci beaucoup Yves Daudigny d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, porte-parole du Parti communiste. Il est avec nous. Avant de l'écouter, on va regarder un extrait des questions d'actualité au gouvernement. C'était hier, comme tous les mercredis, au Sénat. Et dans cet extrait, le président de la Commission des affaires sociales, Alain Milon, interpelle le Premier ministre Édouard Philippe sur la situation des hôpitaux. On regarde. Monsieur le Premier ministre, il n'y a dans ce que vous avez présenté ce matin, qui esquisse la grande réforme dans l'hôpital de besoin, absolument rien de convaincant. Ils attendaient, les professionnels de santé, un plan de sauvetage, et ils n'ont eu que du rafistolage. Les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Les 300 millions d'euros de plus pour 2020 sont à mettre en perspective avec les 800 millions d'euros de déficit annuel des hôpitaux. Et après avoir contribué à endetter les hôpitaux, faute de leur donner les moyens de fonctionner, vous vous contentez d'alléger leur dette d'1 tiers. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas fait le choix d'une réforme en profondeur de l'hôpital ? Monsieur le Président Milon, cette situation a conduit l'hôpital public à une situation dont on pourrait dire, si on était dans l'aéronautique, qu'elle relève presque du décrochage. Il faut éviter ce décrochage. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'oxygène, ou du carburant, cela dépend quelle analogie on veut travailler, mais en tout cas de l'oxygène à l'hôpital public pour qu'il puisse passer cette phase de transformation indispensable qui a été décrite par Madame la Ministre
dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Et j'observe, Monsieur le Président Milon, et je suis certain que vous l'observez également, que dans les manifestations, dans les remarques qui sont formulées par les corps intermédiaires auxquels vous comme moi sommes attachés, il n'y a pas la contestation des orientations qui ont été fixées par Madame la Ministre dans le cadre de Ma Santé 2022. Vous le savez parfaitement. Il y a au contraire une forme d'adhésion. Mais il y a au contraire une forme d'adhésion, mais il y a la critique de ce que ces pistes ne produiront leurs effets que dans le temps et que justement, Monsieur le Président Milon, nous n'avons pas le temps. Parce qu'il y a urgence. C'est le sens du plan d'action que nous avons présenté ce matin, qui n'est pas un petit plan d'action, Monsieur le Président. Mettre sur la table, sur les 3 ans qui viennent, 1,5 milliard d'euros d'argent neuf, frais, y ajouter à ces 1,5 milliard d'euros les 450 millions, ou plus exactement les 150 millions annuels pendant 3 ans pour financer de l'investissement médical et du petit investissement médical. Je dis petit entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de construire des immenses hôpitaux, mais bien au contraire de consacrer des ressources et des ressources pérennes à de l'investissement sur du matériel, sur des choses qui font cruellement défaut. Nous avons décidé d'opérer une reprise de dette. Je n'ai pas le souvenir, mais je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, je n'ai pas le souvenir qu'une telle reprise de dette ait été couramment réalisée dans le cadre de l'hôpital public. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. Et notre invité politique ce matin, c'est Yann Brossard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Parti communiste. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge du logement. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour. Patrice. On va commencer, Yann Brossard, avec ces annonces sur l'hôpital faites hier par Édouard Philippe, un plan qui représente en tout 12 milliards d'euros sur 3 ans. Que vous reconnaissez que le gouvernement fait un effort pour l'hôpital? Le gouvernement a été contraint de faire un certain nombre de gestes fort timides par ailleurs. On a une situation dans l'hôpital public depuis longtemps maintenant qui est devenue insupportable. Il faut discuter avec les soignants. À chaque fois que je discute avec eux, avec elles surtout, je suis frappé par le fait qu'elles ne souffrent pas seulement de conditions de travail difficiles, mais on a des soignants qui aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus assumer leur mission correctement. Et donc, le gouvernement a fait quelques gestes. À mes yeux, on est encore très loin du compte. On parle de 300 millions en plus en 2020, alors même que le gouvernement avait prévu de prendre 1 milliard. Donc vous pouvez prendre 1 milliard, vous redonnez 300 millions, ça fait quand même 700 millions en moins pour 2020 et pour l'hôpital public. Alors Agnès Buzyn dit qu'il y a eu un sous-investissement chronique depuis 15 ans. Est-ce que la gauche n'a pas une part de responsabilité aussi dans la situation actuelle? Mais bien sûr que si. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis une quinzaine d'années ont une responsabilité écrasante dans la situation de l'hôpital public. Et si aujourd'hui l'hôpital public va mal, c'est qu'on a fait des économies, qu'on a rationné les dépenses de santé. C'est-à-dire que les politiques d'austérité appliquées au domaine de la santé ont conduit à une situation qui est effectivement dramatique. C'est aussi les 35 heures qui sont responsables d'une certaine désorganisation à l'hôpital. La mise en place des 35 heures telle qu'elle s'est faite dans l'hôpital public a effectivement conduit à un certain nombre de difficultés que les communistes ont d'ailleurs dénoncées à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde voit bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce gouvernement, quand même... Pas continuer comme ça veut dire qu'il faut revenir sur les 35 heures à l'hôpital? Non, c'est-à-dire qu'il faut remettre massivement des moyens dans l'hôpital public, sortir de cette logique qui consiste à faire des économies sur le dos de la santé, sur le dos des patients. On a aujourd'hui besoin de remettre des moyens dans l'hôpital public. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez? Nous proposons par exemple un moratoire sur les fermetures de lits et sur les fermetures de services. Le gouvernement a annoncé qu'on ne fermerait pas d'hôpital public, mais cette annonce est en réalité en trompe-l'œil, puisqu'on ne ferme certes pas d'hôpitaux, mais on continue à fermer des services et à fermer des lits. Depuis que Macron est président de la République, il y a eu 16 000 fermetures de lits. 16 000 fermetures de lits. Est-ce qu'on continue comme ça? On ne peut évidemment pas continuer comme ça. Donc il faut remettre des moyens. Nous, c'est notre conviction, c'est le sens des propositions portées par les parlementaires communistes au Sénat comme à l'Assemblée nationale. S'il y a bien un secteur dans lequel on n'a pas le droit moral de faire des économies, c'est bien le secteur de la santé. Mais comment on finance alors tout ça? D'abord en arrêtant peut-être
de multiplier les exonérations de cotisations sociales comme on le fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on a un discours qui est totalement hypocrite, qui consiste à dire c'est formidable, on va réduire les cotisations sociales, y compris pour un certain nombre de grandes entreprises, sans aucune espèce de garantie de création d'emplois en échange, et on ne dit jamais que moins de cotisations sociales, ça fait moins d'argent pour les retraites, ça fait moins d'argent pour notre système de santé. Donc, si nous voulons que notre système de santé tienne, si nous voulons que notre modèle social tienne, à un moment donné, il faut aussi des financements. Est-ce que vous soutenez le plan Ma Santé 2022 qui devrait normalement permettre de mieux réorganiser le système de santé français en donnant plus de responsabilités à la médecine de ville ? Mais qu'on donne plus de responsabilités à la médecine de ville, très bien. Simplement, tout cela ne peut pas fonctionner si on ne sort pas du tabou qui a été installé sur la question des moyens. Aujourd'hui, tous nos services publics souffrent d'un manque de moyens. On le voit dans l'hôpital public, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans toute une série de secteurs qui sont fondamentaux. Enfin, quand même, l'hôpital, c'est ce qui faisait la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, c'est devenu une honte pour nous, les Français. Donc, remettons des moyens dans l'hôpital public. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Bien sûr qu'il y a des questions d'organisation. Bien sûr que la question de l'articulation avec la médecine de ville mérite d'être posée. Mais on ne s'en sortira pas si on ne remet pas des moyens dans l'hôpital. Alors ce plan, il est né d'une colère du personnel hospitalier. Est-ce que vous dites désormais avec ce plan, avec ces annonces, ce mouvement doit s'arrêter ? Évidemment non. Évidemment non. Et je serais bien le dernier à le dire. Je pense qu'on a des personnels qui sont les meilleurs juges pour savoir s'il faut continuer le mouvement ou pas. Et toutes les réactions... Et vous les appelez à continuer à manifester ? Je les appelle à continuer à se mobiliser parce qu'on est aujourd'hui loin du compte, bien sûr. Et d'ailleurs, toutes les réactions que j'ai entendues hier, celles des médecins comme celles des soignants de manière plus générale, témoignent du fait qu'on est loin du compte. Les manifestations qui ont aussi lieu contre la réforme des retraites. Un rapport du Conseil d'orientation des retraites est publié aujourd'hui. Un rapport qui dit que le régime devrait être en déficit en 2025 entre 8 et 17 milliards d'euros. Est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps pour résorber ce déficit? Nous sommes confrontés à un défi, il faut bien le dire, qui est un défi majeur. Il y aura plus de retraités, tout le monde le sait, parce qu'il y a un allongement de la durée de vie. Tant mieux d'ailleurs, ça témoigne du fait que malgré tout, les progrès en matière de santé portent leurs fruits. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas comment on va... dégrader les conditions de vie des retraités. C'est comment on fait en sorte de pouvoir assumer ça et comment on fait en sorte que les retraités puissent vivre dignement dans notre pays. S'il y a plus de retraités, ça veut dire qu'il faut plus de moyens pour financer les retraites. Donc les moyens, vous les trouvez où ? Plus de moyens. Eh bien, par exemple, en mettant à cotisation les revenus financiers des entreprises. Aujourd'hui, les revenus financiers des entreprises ne sont pas mis à contribution au même titre que les revenus du travail. Et si on mettait à contribution les revenus financiers des entreprises, on pourrait récupérer 50 milliards d'euros pour financer les retraites. Et donc, je dis qu'il faut aujourd'hui élargir l'assiette des cotisations aux revenus financiers des entreprises. Après tout, ça ne serait pas absurde quand on voit à quel point ces revenus financiers sont importants dans notre pays. Pour vous, pas de report de l'âge de départ à la retraite, pas de cotisation supplémentaire? Absolument pas. Parce que, en tout cas, pas sur le travail. Absolument pas, parce qu'on a aujourd'hui besoin de garantir aux retraités de bonnes conditions de vie. Ça n'est pas qu'une question financière, ça n'est pas qu'une question budgétaire, c'est une question de modèle de société. Moi, je veux qu'on ait des retraités demain qui puissent s'occuper de leurs petits-enfants, qui puissent vivre correctement, qui puissent profiter de ces belles années de leur vie après toute une série d'années de travail. C'est ça qu'on doit garantir. C'est d'ailleurs comme ça que nos anciens l'ont conçu au sortir de la guerre en créant notre système par répartition. Et on a créé ce système de retraite par répartition dans une France en 1945 qui était ruinée. Donc ça veut dire que vous soutenez finalement ce projet de système universel à points, tel qu'il est présenté aujourd'hui par Jean-Paul Joly. Puisque aujourd'hui, ce système de retraite par points ira de pair avec soit un allongement de la durée de cotisation, soit un report de l'âge de départ à la retraite. Et aujourd'hui, on le sait très bien, c'est une réforme qui va dégrader les conditions de vie des retraités. Alors, la CFDT, justement, dit que ce serait l'occasion d'obtenir de nouveaux droits pour des personnes qui n'en ont pas aujourd'hui. Oui, regardons tout ça. Mais enfin, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que cette réforme, c'est une réforme, vous l'avez dit, de retraite par points. Il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place la retraite par points. C'est notamment le cas de la Suède. En Suède, 92% des femmes, depuis la mise en place de la retraite par points, ont vu leur pension baisser.
Est-ce que c'est le modèle qu'on veut développer? Par ailleurs, on ne connaît pas aujourd'hui la valeur du point et on ne connaîtra pas la valeur du point sur une longue durée. Donc ça signifie une chose, c'est qu'avec ce système de retraite, vous saurez combien vous payez, mais vous ne saurez pas combien vous toucherez. C'est quand même un drôle de modèle qui plongera beaucoup de futurs retraités dans une incertitude qui est particulièrement inquiétante. Alors, grande journée de mobilisation contre cette réforme annoncée le 5 décembre. Comment vous allez vous mobiliser au Parti communiste? De deux manières. D'abord, nous serons évidemment aux côtés des syndicats qui se mobilisent le 5 décembre. Je pense qu'on se dirige vers une grande journée de mobilisation. Tous les échos que j'ai témoignent du fait qu'il y aura du monde et que le nombre de professions mobilisées va être extrêmement important. J'ai vu qu'il y a du monde et des blocages pour vous? Oui, d'après les échos que vous avez? c'est une grève. Une grève, c'est une grève. Et donc, elle se traduira inévitablement par des blocages. Ça participe du rapport de force. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi besoin d'avancer sur l'alternative, d'avancer sur les contre-propositions. Et donc, le Parti communiste organisera aussi avec les autres forces de gauche le 11 décembre prochain, donc dans la foulée de la journée de mobilisation du 5 décembre, un grand meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis où l'ensemble des forces de gauche et des forces syndicales seront présentes pour travailler à des contre-propositions unitaires. Quand vous dites l'ensemble des forces de gauche, c'est qui? C'est le Parti Socialiste, c'est la France Insoumise? De la France Insoumise au Parti Socialiste, en passant par Europe Écologie Les Verts, Génération de Benoît Hamon, nous avons besoin de travailler ensemble. Et donc là, c'est le retour de l'union de la gauche sur cette réforme des retraites? Eh bien, je le souhaite ardemment. Et je souhaite que, à cette occasion, on ait une gauche qui prouve qu'elle est capable de faire autre chose que de se diviser, de se disperser façon puzzle, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années. Que la gauche retrouve des couleurs, et elle retrouvera des couleurs si elle est capable d'avancer des contre-propositions, d'être en pour et pas seulement en contre, et surtout de le faire de manière unitaire, et donc vous travaillez rassemblée. tous ensemble à ces contre-propositions? Ça sont des contre-propositions de l'ensemble de la gauche? Absolument. Et en tout cas, je pense que ce sera aussi un bon service à rendre au mouvement social qui a aussi besoin de perspectives politiques pour avancer et pour se renforcer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de blocage du pays? Évidemment qu'il y a un risque de blocage du pays. Mais le gouvernement devra en assumer l'entière responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu la cocotte minute qui explose. C'est quand même le fruit d'une méthode du gouvernement qui consiste depuis 2 ans et demi à avancer en dégradant les conditions de vie de la grande majorité des Français, et tout particulièrement des plus modestes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de colère accumulée depuis 2 ans et demi. Et Macron en est le responsable. Cette semaine a lieu le congrès des maires. Emmanuel Macron était devant les maires mardi. Édouard Philippe y sera cet après-midi. On attend son discours. Sur le discours d'Emmanuel Macron, c'est un discours devant les maires, mais c'était un discours plutôt régalien sur la lutte contre le communautarisme, sur la sécurité, sur unir et rassembler. C'était le maître mot de son discours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était long. C'était un discours qui était long, qui était laborieux, un peu un discours en forme d'excuse, parce qu'il faut bien le dire, le président de la République a beaucoup méprisé les maires depuis 2 ans et demi. Il a redécouvert les maires au moment du mouvement des Gilets jaunes, en les appelant d'une certaine manière au secours, mais en réalité pas d'annonce, et un discours que j'ai trouvé, laborieux. Il ne s'adressait pas aux maires finalement? Difficile à dire. Je pense qu'il y avait quand même une volonté de se faire excuser auprès des maires auxquels il avait posé un lapin l'année précédente, puisqu'il ne s'était pas rendu au congrès des maires, contrairement à l'ensemble des engagements qu'il avait pris. Surtout, il n'annonce rien. Et la réalité, c'est qu'il y aura encore au cours de son quinquennat 13 milliards d'euros en moins pour les collectivités locales, donc des difficultés supplémentaires, alors même que nos maires, au-delà d'ailleurs des clivages politiques, font un travail formidable auprès de nos concitoyens. Heureusement qu'ils sont là, les maires, et quand on voit que la moitié des maires ne souhaitent pas se représenter, on voit à quel point ce mandat-là est souvent un mandat très dur, un mandat d'engagement. Et donc je ne vois pas ce qui pourrait rassurer les maires à l'issue du discours du président de la République. Est-ce que vous diriez que la taxe d'habitation était une mauvaise réforme ? En tout cas, c'est une réforme qui est compliquée, parce qu'évidemment, on dit aux gens, vous ne paierez plus la taxe d'habitation. Très bien, sauf que la taxe d'habitation, elle permet de financer du service public. Donc si au bout du bout, on a des collectivités qui ne sont plus capables de financer les services publics de proximité, est-ce que véritablement les Français en sortiront gagnants ? C'est par ailleurs une réforme qui profite quand même pour l'essentiel
aux ménages qui gagnent le plus. Et les plus pauvres ne sont pas concernés par cette réforme puisqu'ils ne payaient pas la taxe d'habitation. Donc c'est une réforme qui d'abord n'est pas très juste et c'est par ailleurs une réforme qui aura des conséquences qui ne se voient pas aujourd'hui mais qui risquent de se voir demain. Il s'est prononcé clairement contre l'interdiction des listes communautaristes dans ce discours. Est-ce que là-dessus vous dites oui, il a raison ? Oui, il a raison. C'est une idée qui venait de la droite et dont je ne voyais pas bien le sens. Parce que comment on définit ces listes communautaristes? Et puis par ailleurs, s'il y a des listes qui prononcent des propos antisémites ou racistes, de toute façon, les gens qui les prononcent ont vocation à être condamnés par la loi. Et la loi actuelle permet de les condamner. Donc je ne vois pas bien où on voulait en venir avec cette proposition de Bruno Retailleau. Autre sujet, les hôteliers qui ont annoncé hier un boycott. Ils décident de ne plus participer aux réunions d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Ils protestent contre le partenariat noué entre le Comité international olympique et Airbnb. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, les hôteliers ont raison. Ils ont raison parce que ils sont confrontés avec Airbnb à une forme de concurrence déloyale. Quand vous êtes hôtelier, vous payez vos impôts en France. Vous êtes soumis à un certain nombre de normes. En général, vous faites en sorte de les respecter. Et vous voyez se développer Airbnb qui ne paye pas ses impôts en France. Enfin, il ne paye même pas 150 millions d'euros par an, soit l'équivalent d'un 3 étoiles à Périgueux. Et il ne respecte aucune norme. Donc évidemment, vous êtes hôtelier, vous voyez ça. Et vous voyez qu'en plus, le CIO choisit comme sponsor principal Airbnb. Je comprends que vous soyez agacé. Je le suis aussi. Que va faire la mairie de Paris ? La mairie de Paris, elle a d'abord attiré l'attention du CIO sur les conséquences d'un tel partenariat. La maire de Paris a écrit au président du CIO, Thomas Barr, il y a un peu plus d'une semaine, pour l'alerter sur les conséquences d'un tel partenariat. Le CIO a fait son choix, c'est un choix souverain, c'est un choix que je regrette, c'est un choix qui me paraît inopportun, mais c'est son choix. Après, le rôle de la ville de Paris, et ça c'est un rôle que j'assume en propre, c'est de lutter contre les dérives d'Airbnb. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous n'avons pas l'intention de fléchir, au contraire. On va y venir, mais en tout cas sur les Jeux Olympiques qui se déroulent quand même à Paris, la mairie de Paris ne peut rien faire sur ce partenariat noué avec le CIO. En plus de cela, ça n'est pas un partenariat spécifique pour les JO de 2024. C'est aussi pour ceux de Los Angeles en 2020. C'est un partenariat qui court sur 8 ans, et donc c'est un choix du CIO, et la ville de Paris n'a d'une certaine manière pas voix au chapitre. Alors mardi, justement, vous représentiez la ville de Paris devant la justice européenne. C'est suite à la plainte d'un habitant du 7e arrondissement de Paris. Il avait été condamné pour ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur d'un maximum de 120 nuitées par an. L'habitant a donc porté l'affaire devant la justice européenne. Qu'est-ce que vous attendez de cette justice européenne ? J'attends de la justice européenne qu'elle nous laisse faire notre travail. J'attends de la justice européenne qu'elle permette aux villes, aux États de réguler cette économie ubérisée et d'éviter qu'on ne soit demain envahi par ces locations touristiques qui se font au détriment du logement des habitants de nos villes. Je veux dire à la justice européenne tout simplement qu'après tout, les élus locaux ne sont pas les plus mal placés pour savoir ce qu'il faut faire dans nos villes. Donc moi, ce que je demande simplement, c'est qu'on nous laisse ces marges de manœuvre-là. Et vous avez bon espoir, alors c'est une décision qui n'arrivera que l'été prochain, mais vous avez bon espoir qu'elles sont en votre faveur ? Oui, j'ai bon espoir, parce que aujourd'hui, dans tous les pays de l'Union européenne, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique, on a des politiques qui visent justement à réguler ce phénomène. Personne ne dit « laissons Airbnb se développer de manière anarchique ». Tout le monde dit « remettons un peu de règles là-dedans », donc j'ai bon espoir que nous soyons entendus. Un mot sur les municipales qui arrivent. Vous êtes, on le disait, adjoint à la maire de Paris. Vous dites la gauche sera fragilisée si elle n'est pas rassemblée. Est-ce que vous ferez alliance avec Anne Hidalgo dès le premier tour ? Moi, je souhaite que ce rassemblement avec Anne Hidalgo puisse se faire. D'ailleurs, je le dis pour Paris, mais je pourrais le dire dans toutes les villes de France. Alors, vous le souhaitez, vous allez le faire. Vous êtes candidat, vous décidez de vous rallier au premier tour ou pas ? Pour qu'il y ait un rassemblement, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Les communistes ont mis un certain nombre de propositions sur la table pour qu'on continue à développer le logement social à Paris, pour qu'on interdise Airbnb dans les quartiers qui sont les plus impactés, pour qu'on mette en place la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. Donc, nous avons mis des propositions sur la table. Nous attendons et que dit Anne Hidalgo alors ? Nous attendons de voir le sort qui est réservé à ces propositions et en fonction de ça, nous déciderons. J'ai bon espoir que nous puissions conclure un accord d'ici début décembre. Les divisions de la République En Marche vous profitent ? C'est plutôt une bonne... Je ne vais pas les regretter.
Je ne dirais pas que nous les avons suscités, ce serait nous conférer trop de pouvoir. Mais en tout cas, je les regarde avec une certaine gourmandise, oui. Ça traduit surtout le fait que Benjamin Griveaux n'est pas quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui divise. La preuve, c'est qu'il n'est pas capable de rassembler son propre camp et qu'il ne suscite pas un enthousiasme débordant jusqu'à présent. Alors vous avez bon espoir de faire alliance avec Anne Hidalgo dès le premier tour. Est-ce qu'il en est de même du côté de vos partenaires écologistes avec qui vous gouvernez à l'heure actuelle à la mairie de Paris? Il faut dire la vérité, les Verts ont toujours fait une liste distincte au premier tour depuis 2001. Systématiquement. Et ça n'a pas empêché la gauche de gagner au second tour. Ce que je souhaite, c'est que le rassemblement puisse se faire au second tour et que les propos qui seront tenus pendant la campagne n'empêchent pas un rassemblement au second tour. Donc j'entends parfois mes collègues verts dire un certain nombre de choses. Je veux leur rappeler que nous dirigeons cette ville ensemble. Et dès lors que nous dirigeons cette ville ensemble, nous devons assumer notre bilan ensemble dans tous les domaines. Et donc ça veut dire qu'il serait là aussi logique que la gauche soit rassemblée dès le premier tour avec les écologistes ou pas? Ça aurait été logique. Cela dit, ils ont toujours fait autrement. Ils ont toujours fait une liste au premier tour. Simplement, n'obérons pas les chances du rassemblement au second. Allez, dans cette interview, vous le savez, on donne la parole à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent aussi vous poser des questions. Regardez ce qu'ils vous demandent. Et c'est une question qui vous est posée sur Twitter par Guy Pradel. Yann Brossa, que pensez-vous de la Convention citoyenne pour le climat et pensez-vous que les mesures proposées seront appliquées par le gouvernement? Il y a de bonnes propositions, notamment j'ai vu une proposition que je trouve très, très juste qui est une proposition de taxe kilométrique, c'est-à-dire que pour ce qui est des produits importés, on les taxe d'autant plus fort qu'ils viennent de loin, avec l'idée qu'au fond, il faut que nous puissions consommer davantage local. Je trouve ça très juste. Simplement, beaucoup de ces propositions sont en contradiction avec les règles actuelles de l'Union européenne. Donc moi, je suis favorable à ce qu'elles soient mises en œuvre, mais ça suppose un rapport de force avec la Commission européenne. Et vous avez bon espoir qu'elles soient appliquées? J'ai bon espoir que nous soyons nombreux à les soutenir. J'aimerais pouvoir être sûr que le gouvernement les soutiendra aussi, je n'en suis pas certain. Bon, merci beaucoup. Enfin, en tout cas, comptez sur moi pour les soutenir. Merci beaucoup Yann Brossa d'avoir été notre invité ce matin. Merci d'être venu. Merci Patrice Moyon. Demain à votre place, Yann Brossa, ce sera le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons du plan hôpital et des mesures annoncées hier par Édouard Philippe. Et puis nous parlerons de ce rapport du Conseil d'orientation des retraites qui s'annonce explosif. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous suivons des maires dans leur quotidien. Aujourd'hui, on vous emmène dans la ville minière de Los en Goël, c'est dans le Pas-de-Calais, une commune qui a fait le pari de la démocratie participative depuis une vingtaine d'années, une autre façon de faire de la politique qui bouleverse le mandat des élus locaux. Sandra Cerquera et Samia Dechir ont assisté à un atelier participatif organisé par les habitants de la ville. Regardez. À Los en Goël, une ville minière de 6000 habitants, on expérimente la démocratie participative depuis une vingtaine d'années. Un système qui permet d'impliquer davantage les habitants, comme par exemple avec le zéro déchet. Des ateliers participatifs sont organisés. On va aller voir comment ça fonctionne. Pour la recette du cake vaisselle, donc c'est pour remplacer le liquide vaisselle. Le liquide, là, c'est un solide vaisselle si on veut. Donc, comme dans le shampoing, il y a du tensioactif pour faire mousser. Il y a des cristaux de soude. On va faire 10 cuillères rases. 10.
Mélanie et Marc, bonjour. Vous habitez Los-Angeles. Vous avez l'habitude de participer à ce genre d'atelier. Qu'est-ce que ça change par rapport à là où vous habitiez avant ? On a une réelle écoute de la part des élus. Lorsqu'on a plein d'idées, qu'on a envie de changer les choses, on peut être proactif. Tous les projets qui sont portés par la commune, il y a toujours des petites réunions avant que le projet se mette en place pour demander aux habitants en fait, ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils ont des idées, est-ce qu'ils ont des contraintes également à faire savoir aux élus. Et ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer avant que les choses soient lancées et ne pas subir en fait, les décisions qui sont prises au niveau de la mairie. Il y a différentes formes de démocratie participative. Ici à Los-Angeles, l'implication des habitants ne se limite pas à la plantation des fleurs dans le centre-ville. Ils sont également impliqués dans les gros dossiers comme le plan local d'urbanisme qui définit l'aménagement de la ville. Christine Stievnar, vous êtes première adjointe en charge de la citoyenneté à Los-Angeles. Vous considérez que chaque habitant est coproducteur de la ville, ça veut dire quoi ? Alors la coproduction à Los-Angeles, c'est vraiment ce qui fonde notre projet politique. Il y a toujours deux manières de le faire. Soit au début, c'est l'initiative de la ville qui a un sujet à mettre sur la table, à discuter avec les habitants et réfléchir à toutes les parties prenantes qui peuvent venir travailler sur ce sujet. Soit ce sont les habitants eux-mêmes qui ont soit une revendication, soit un projet et ils viennent frapper à la porte de la mairie pour demander de le mettre en œuvre. Et dans tout ça, quel est le rôle de l'équipe municipale ? Alors c'est super important parce que ça change complètement le travail de l'élu par exemple et des agents. On devient plus animateur d'une démarche et donc on doit aussi accepter parfois d'être mis en cause sur nos pensées, nos positions, même si à la fin de toute façon ce sera quand même les élus qui arbitreront, mais ils arbitreront en ayant l'avis des habitants bien en tête. Et si d'ailleurs ils ne suivent pas un avis qui est donné par les habitants, ils devront l'argumenter et justifier pourquoi. Donc c'est aussi toujours très intéressant. Mais c'est pas trop compliqué de faire en sorte que les habitants s'impliquent ? C'est pas si facile que ça en tout cas. Il faut qu'on fasse attention aussi de ne pas épuiser les personnes parce que c'est hyper chronophage. Et donc les gens qui sont là-dedans sont souvent des gens super engagés. C'est sur du temps long. On est dans une démarche constante. On fait des erreurs. On apprend en faisant, chemin faisant, et donc voilà, c'est passionnant, mais c'est pas si facile que ça. Bravo à vous, vous avez géré. Et puis on espère surtout que vos produits, vous serez satisfaits par vos produits. Ici à Los-Angeles, les élus en sont persuadés. Face à la crise de nos institutions, c'est l'implication des habitants qui est la bonne solution pour les réconcilier avec la démocratie. Voilà pour ce reportage de Sandra Cerqueira, Samia Dechir. C'était donc le dernier épisode de notre semaine dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Tous ces reportages sont à retrouver sur notre site internet publicsena.fr et Sandra Cerqueira sera demain avec nous pour nous raconter sa semaine. Bonjour messieurs. Bonjour Yann. On va donc commencer en parlant de ce reportage qu'on a vu, ce reportage sur la démocratie participative. Est-ce que, comme le disait Sandra Cerqueira à la fin de ce reportage, c'est la bonne solution pour réconcilier les habitants avec la démocratie ? C'est une solution. Dans la crise de la représentation, il y a une appétence pour la démocratie participative, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les grandes villes mettent en place cette démocratie participative avec les budgets participatifs, notamment à Paris, à Nantes, à Grenoble, par exemple, mais pas seulement. C'est pas seulement dans les grandes villes. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose en effet, parce que ça permet de rapprocher des populations qui se sont éloignées de l'action publique, qui ne votent plus d'une certaine façon. Mais c'est pas simple parce qu'il y a de la défiance. On le voit bien. Il y a des personnes qui ne veulent plus participer à la vie de la cité, ne veulent plus donc voter. Il faut les ramener, c'est pas évident. Et puis il y a des élus aussi qui ont aussi de la défiance vis-à-vis des populations. Et ils pensent parfois que les populations ne sont pas capables de comprendre les sujets, les enjeux. Donc il faut, je pense... Donc, défiance des deux côtés. Oui, défiance des deux côtés, oui. Oui, d'ailleurs, le politologue Pascal Perrineau, vous savez, qui était le garant du grand débat aussi, sort un livre, là, il nous en donne la primeur dans le point de cette semaine, c'est pour ça que j'ai pu faire un entretien avec lui là-dessus, où il dit qu'on vit un moment de bouleversement démocratique, et justement, il va falloir qu'on trouve l'articulation. Regardez ce qui s'est passé dans les derniers mois assez rapidement, c'est-à-dire bouleversement de la démocratie directe avec les Gilets jaunes, bouleversement de la démocratie représentative avec les résultats des élections européennes, et bouleversement de la
démocratie participative. Enfin, on essaye d'instiller de la démocratie participative avec la convention, par exemple, sur climatique ou l'extension du champ du référendum. Et le livre de Pascal Perrineau, qui est dans Le Point, avec une interview dans Le Point, c'est le portrait finalement de cette France écartelée. Voilà, justement de cette ébullition démocratique dans laquelle on essaye d'ingérer de la démocratie participative. Guillaume Doyen, est-ce que cette démocratie participative, ça change aussi le rôle des élus? On entendait cette conseillère municipale dire, finalement, nous, on est les animateurs d'une démarche, même si à la fin, c'est quand même nous qui décidons. Voilà, vous avez un peu résumé avec brio la situation. C'est précisé. Il faut quand même rappeler que c'est l'élu qui décide parce qu'il a été élu selon une démarche électorale classique. La démocratie participative, en France, elle se répand dans beaucoup de strates de collectivités. Le grand danger, c'est que ce soit toujours les mêmes qui s'expriment. Les spécialistes les appellent les TLM, toujours les mêmes. Ils connaissent bien le phénomène. Ils connaissent très bien le phénomène du retraité instruit qui a le temps de venir aux réunions le soir pour parler des projets, de la collectivité, etc. et qui porte un discours finalement qui est le sien. Et donc on peut restreindre la démocratie participative à une petite partie du corps électoral et en faire une démocratie, alors pour le coup pas du tout représentative de la population. Donc il y a aussi des dangers dans la démocratie représentative. Et ensuite il y a la synthèse de ce que vous faites. Vous avez dit que c'est à la fin c'est l'élu qui décide. Bon, encore heureux quand même. Mais surtout quand vous en faites la synthèse, il faut la faire honnêtement. Et ça aussi c'est une affaire de spécialistes. Donc on est au début d'une affaire là dans la démocratie participative. Ouais. Allez, on parle de tout ça parce que le congrès des maires a lieu cette semaine. Il s'achève aujourd'hui. Discours d'Édouard Philippe attendu cet après-midi. Mais Emmanuel Macron hier soir recevait 1500 maires à l'Élysée en présence de François Baroin. Alors comment s'est passée cette réception? On voit ça avec Jordan Klein et Alizé Boissin. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été compris par Monsieur le Président? Il nous l'a dit en tous les cas. Maintenant, je crois que les maires attendent des actes. J'ai trouvé Emmanuel Macron très près quand même de nous et voilà, j'aimerais être persuadé qu'il nous a compris. Bon, on a passé un bon moment. Le président a fait un discours assez rapide sur l'unité nationale et l'importance des communes et des maires. Le statut de l'élu, c'est bien, mais je veux dire, c'est de la pommade pour faire plaisir aux élus. Mais moi, me faire plaisir à titre personnel, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est trouver des marges de manœuvre pour ma commune. Je pense qu'il essaie effectivement de comprendre notre réalité, puisque lui n'a pas été un élu local, mais il s'intéresse à ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, d'être compris par le président, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Il faudrait qu'on, comme tous les gens qui travaillent au service du public, il faudrait qu'on soit compris par nos concitoyens. Voilà, Guillaume Doyen, compris par le président, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Non, ils se plaignent aussi pas mal, les élus, de l'attitude de certains citoyens à leur égard, agressivité, des demandes fréquentes, réitérées, un manque de respect, etc. Dans l'étude qu'on a faite pour le courrier des maires, ça ressortait beaucoup, la difficulté au fond de répondre aux demandes et aux attentes des administrés. Alors quand même, est-ce que Emmanuel Macron, pour le coup, lui, jouait gros dans cette semaine avec les maires? C'était quoi, une opération séduction, une opération reconquête? Bon, un peu des deux. Moi, j'ai trouvé que son discours au Congrès était un discours qui avait du souffle, mais qui dépassait un peu le cadre dans lequel il était donné, c'est-à-dire le cadre du Congrès des maires. C'est-à-dire c'était plus une adresse à la nation, je trouve, qu'un discours pour répondre aux doléances des élus. Alors, c'est vrai que la tâche est toujours compliquée parce qu'il y a une telle défiance vis-à-vis de la classe politique. D'ailleurs, on le voit dans le baromètre du Point de cette semaine où il n'y a aucun homme politique, à part Nicolas Hulot, mais est-il un homme politique qui arrive à avoir des opinions favorables supérieures aux opinions défavorables? Donc, c'était quand même un signe de désagrégation un peu de la classe politique. Il y a une telle défiance vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la classe dirigeante dans son ensemble, que Emmanuel Macron est un peu le porteur de tout ça. Donc soit il en fait beaucoup et alors on dit il fait de la démagogie, et soit il en fait pas assez, on dit il répond pas à nos questions. Donc je trouve qu'il faut aussi que les élus, certains qu'on a entendus à la sortie de l'Élysée, se tiennent aussi, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas demander au président de la République d'être espèce de magicien dont le temps a passé. C'est fini, ce temps-là du président sauveur qui arrive avec un coup de baguette magique. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve qu'il a, dans son discours, essayé de faire en sorte de recoudre le lien entre le sommet et la base, ce qui est
extrêmement compliqué dans le contexte mouvant dans lequel nous sommes. Oui. Alors, c'est vrai qu'il est dans une opération séduction, ça c'est certain. Une reconquête, même j'allais dire d'amour un peu d'une certaine façon, mais comme disait Saint-Exupéry, l'amour c'est pas simplement se regarder en face à face, hein, c'est aussi regarder dans la même direction. Et je crois pas pour le coup que les élus et le chef de l'État regardent dans la même direction, la même conception de l'action publique. Qu'est-ce qu'il a dit au fond finalement Emmanuel Macron au Congrès des maires? Il a dit quoi? Il a dit que pour recoudre cette France déchirée, c'est ses propos. Il faut que l'État soit fort aux côtés des élus locaux, aux côtés des maires. C'est pas ce que pensent les élus locaux. Ce que veulent les élus locaux, c'est plus de décentralisation, avoir un rôle un peu d'égal à égal avec l'État. Sébastien, il a ouvert la porte quand même à la décentralisation, même si après il faut la mettre en pratique. Absolument, il l'a pas fermé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas d'un archipel. Il a parlé très fortement de la parole de l'État. Je ne suis pas certain que ce soit véritablement la conception qu'ont les élus locaux, les maires, de l'organisation de la République. Je ne suis pas certain. Oui, très clairement, à travers ces paroles, on voit comme un président jacobin. Quoi, totalement. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Alors, il est... il n'a pas bougé, il a un peu bougé, c'est vrai. Alors, c'est pas sévère d'être jacobin, il est ferme sur les principes, il bouge très peu. Très peu, oui. Il argumente beaucoup son point de vue. Je ne vois pas en quoi ce serait un défaut, d'ailleurs, plutôt que de changer de discours tous les 6 mois. Enfin, d'une certaine manière, dans son discours, il rehausse le débat. C'est-à-dire, il fait des maires des détenteurs aussi des pouvoirs régaliens. Donc c'est important quand il dit les deux piliers de la République sociale, c'est l'éducation et la santé. Et vous en êtes dépositaire. On va au-delà un peu, excusez-moi, des revendications catégorielles sur la taxe d'habitation, les dotations budgétaires qui durent depuis des années, c'est très important. Les contrats aidés. Mais la taxe d'habitation, par exemple, la polémique, elle est intéressante parce que les élus sont à fond, enfin surtout l'AMF, sont à fond dessus sur la taxe d'habitation. Et lui, il dit, il a raison, les électeurs, ils sont ravis. Envoyez-les-moi. Et m'ont élu là-dessus surtout. Envoyez-les-moi s'ils ne sont pas contents. Il dit envoyez-moi vos électeurs qui ne sont pas contents. Donc il faut distinguer aussi d'abord les élus, les associations d'élus, et ensuite la relation entre Emmanuel Macron et les associations d'élus et les élus. Allez, on va continuer. Les citoyens, évidemment, derrière. On va continuer à parler d'Emmanuel Macron. Il entame aujourd'hui un déplacement de 2 jours dans la Somme. Et justement, on va se rendre à Amiens, retrouver nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour Michael Tassard, rédacteur en chef du Courrier Picard. Et ce matin, dans vos colonnes, une interview du président de la République, un retour aux sources pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il le rappelle en une de votre journal. Je suis un enfant d'Amiens. Est-ce qu'il y a du son ? Petit problème de son, Michael Tassard. On va essayer de vous rejoindre un petit peu plus tard. Emmanuel Macron qui donc fait un déplacement de 2 jours dans la Somme, chez lui. D'ailleurs, dans cette interview, il parle beaucoup d'Amiens, de ses racines familiales. C'est là où il a appris la politique, finalement, dit-il. Est-ce que c'est important dans la période actuelle pour Emmanuel Macron de montrer que c'est un homme attaché à son territoire ? Évidemment, c'est la clé parce qu'il n'a jamais été élu. Sauf président de la République. Il n'a jamais été élu local. Il a un problème d'ancrage territorial puisqu'on dit qu'il représente l'élite mondialisée et l'élite maintenant des métropoles. Et donc ça lui colle toujours à la peau, encore une fois, malgré tous les efforts qu'il peut faire. Il a fait beaucoup de terrain depuis 1 an quand même, Emmanuel Macron. Il a été quand même dans les contours et les replis du pays, comme on dit, l'âme de la France, de Peggy. Mais on sent que là, il a toujours besoin... parce que, en fait, comme il n'a jamais été élu local et qu'on lui renvoie ça toujours à la figure, il est obligé sans arrêt de prouver, de montrer qu'il a les pieds crottés. Mais voilà, donc c'est aussi un problème. Mais je pense qu'il est beaucoup plus ancré qu'on peut le dire, évidemment, jusqu'à 17 ou 18 ans, je crois, il a vécu à Amiens. Amiens. Allez, on va essayer d'y retourner, justement, à Amiens. Retrouver Michael Tassard, rédacteur en chef du Courrier Picard, si vous nous entendez. Michael, on le disait, donc à la une de votre journal, cette interview d'Emmanuel Macron. Je vous entends. Voilà, super, cette interview d'Emmanuel Macron qui rappelle ses racines. Je suis un enfant d'Amiens. Oui, et c'est même la première fois qu'il se revendique avec force comme ça de son origine amiénoise. Il le fait à la veille d'un déplacement de 48 heures dans la Somme, un déplacement long au cours duquel il abordera pas mal de thèmes et il se sait très
attendu. J'entendais sur votre plateau qu'on lui renvoyait souvent ce manque d'ancrage local. Lui l'assume en nous disant dans l'interview qu'il nous a donc accordé hier que il ne pouvait pas refaire son parcours. Sa première élection était une présidentielle. Et voilà. En revanche, nous, ce qu'on s'est aperçu hier, c'est qu'il est très très au fait de tout ce qui se passe dans sa ville natale. Il nous l'a montré au cours de cette interview. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Donc en fait, nous qui avions aussi cette image-là d'un président peut-être un peu hors sol et en tout cas qui ne se revendiquait pas de ses racines picardes, en tout cas est très au courant de ce qui se passe dans sa propre ville. Un petit mot, avant de parler du fond de cette interview et de ce que dit Emmanuel Macron, un petit mot sur les coulisses. Comment ça s'est fait cette interview? C'est vous qui avez sollicité l'Élysée. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est fait comme d'autres titres le font à chaque fois, c'est-à-dire que quand on a su, il y a presque un mois de cela maintenant, que cette visite était potentiellement inscrite à son agenda, on a sollicité le service de presse, pour être tout à fait honnête, sans trop y croire, puisque nous l'avions déjà fait auparavant et sans qu'il nous donne suite. Hormis, il y a un an de ça, avant son itinérance mémorielle, voilà, et donc on a retenté notre chance il y a un mois de cela. Et puis, eh bien, samedi matin, on a eu confirmation qu'il nous accordait bien 1 heure en tête-à-tête dans son. Donc, on a eu cet entretien hier après-midi. Voilà, vous avez bien fait d'y croire. On va parler de ce que dit Emmanuel Macron dans cette interview. Il parle notamment de Whirlpool, bien sûr, qui inquiète les Picards. Il dit « Je suis très près des salariés de Whirlpool » et d'ailleurs, il se rendra demain à leur rencontre. Oui, alors ce qui nous a confirmé au cours de cette interview, c'est que ce rendez-vous avec les ex-Whirlpool n'était pas inscrit au départ au programme. Et c'est lui qui a demandé à les revoir, donc après l'échec de la reprise de WN. Il a été assez franc avec nous en nous disant que comme les salariés de Whirlpool lui-même étaient déçus, en fait on sent que cette reprise avortée, il parle aussi d'une d'une reprise aventureuse. Il a été déçu et il est d'autant plus qu'il avait pris des engagements forts auprès des ex-Whirlpool. Il nous a sorti au cours de cette interview un tableau avec précisément la situation des salariés, nous rappelant que 163 et pointant avec son doigt ce chiffre de 163 ex-Whirlpool qui n'avaient toujours pas de travail à 7 heures. Et il dit ça ne me va pas, ça ne me va pas et je veux qu'on flèche, je veux qu'on... Il a parlé souvent de se battre, il a eu des mots très très forts et c'est le message qui va leur porter demain, c'est de se dire il y aura une solution pour chacun d'entre vous. Emmanuel Macron qui dit également que le canal Seine-Nord verra le jour, c'est dans cette interview. Et puis Emmanuel Macron qui prononcera un discours à la jeunesse et ça sera ce soir, Mickaël. Oui, alors cette séquence jeunesse, en fait, elle se divisera en 2 temps avec l'inauguration de l'université Jules Verne et son agrandissement, puis l'inauguration le soir d'Amiens, capitale européenne de la jeunesse en 2020. Et il veut porter à la jeunesse d'Amiens le même message qu'il veut porter à la jeunesse de France et à la jeunesse de ces villes moyennes, qui n'est pas un terme péjoratif, mais il veut leur dire que même dans des villes comme Amiens, il y a une université, une offre d'éducation qui mérite d'être regardée et qui permet surtout aux jeunes de ces villes-là de faire leurs études dans leur ville natale. Ce qui n'a pas été le cas pour lui, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est le message qu'il veut porter, de se dire on peut vivre dans une ville moyenne et avoir une offre universitaire qui tient vraiment bien la route. Merci beaucoup Mickaël Tassard. On va donc revoir la une du Courrier Picard, cette grande interview que vous avez d'Emmanuel Macron, le président de la République. Je suis un enfant d'Amiens, Emmanuel Macron, dans votre département pendant 2 jours. Merci Mickaël d'avoir été avec nous ce matin. C'était important, on le disait, pour Emmanuel Macron de revenir à ces sujets, de montrer cet attachement. C'est stratégique pour lui de pouvoir commencer une phrase, je suis président
notamment de la province. Mais on voit quand même un président qui va s'occuper d'un plan social dramatique, enfin de licenciement dramatique chez Whirlpool. Le président de la République va s'occuper de ça maintenant. Le président de la République est en train de se chiraciser. Il revient sur les territoires, ça redevient le président qui va rappeler, avec parfois un peu d'excès même, parce qu'il est parti à 17-18 ans, Damien, mais il va jouer le président provincial. C'est le rôle d'un président de la République de commencer à une phrase par « je suis un enfant d'eux eux, mais ça ne va pas se terminer par Paris, évidemment, hein, à Damien ou de Corrèze ou je ne sais pas quoi. On se rappelle aussi de la place de Whirlpool dans la campagne présidentielle, ce déplacement dans l'entre-deux-tours, où il y avait eu comme ça la course entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour arriver les premiers sur le site. Donc c'est forcément que 2 ans après, il y retourne avec ce souvenir-là. À noter, puisque Guillaume parle de Jacques Chirac, que Jacques Chirac et François Hollande avaient parfaitement réussi ça. C'est-à-dire que Jacques Chirac est né à Paris. Hein. On l'a peu rappelé quand il était... Voilà, bon, alors c'est vrai qu'il avait des racines corréziennes, mais il est né à Paris. François Hollande a fait quand même... est né à Rouen, mais a vraiment à côté de Rouen, mais a fait toute sa carrière à Paris avant de jeter son dévolu de manière très sincère, puisqu'il vient d'acheter une maison à Tulle, donc en Corrèze. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les présidents ont besoin de ça, et puis c'est un peu le syndrome. C'est ce que veulent les Français aussi. C'est ce que veulent les Français. Le Cantal ou rien. Mais c'est ce que veulent les Français aussi. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Allez, on va parler d'un autre sujet. On va parler de ce plan hôpital. Il a été annoncé hier par Édouard Philippe. On en parle avec vous, Quentin. Plan d'urgence pour l'hôpital, annoncé donc hier par Édouard Philippe et la ministre Agnès Buzyn. Voilà, action, réaction, on va parler des annonces et ensuite des commentaires au Sénat avec les questions d'actualité. Vous allez le voir, ça a chauffé en séance. Mais tout d'abord, retour sur ces mesures d'abord budgétaires présentées en fin de matinée au ministère de la Santé hier, avec cette hausse de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, dont 300 millions dès 2020. Cette hausse-là doit être même votée par les parlementaires en nouvelle lecture du budget de la sécurité sociale dans les toutes prochaines semaines. Donc ça promet déjà un débat assez fort dans l'hémicycle. Une reprise de la dette, vous le voyez, de 10 milliards d'euros sur 3 ans. Et enfin, les hôpitaux qui bénéficieront d'une reprise sur 10 milliards d'euros sur 3 ans de cette dette. Le gouvernement entend revaloriser les salaires des personnels hospitaliers avec une prime pour les 600 000 professionnels, vous le voyez, 300 euros. Également, une seconde est destinée aux 40 000 aides-soignants et infirmiers de la région parisienne qui gagnent moins de 1 900 euros par mois. Eux toucheront une prime de 800 euros par an. Un plan annoncé, je vous le disais, en fin de matinée, avec dès midi des critiques sur les réseaux sociaux, à l'image de ce tweet de Bruno Retailleau, qui dit qu'on attendait un plan de sauvetage pour l'hôpital et nous n'avons eu que du rafistolage. Ça va être un des éléments de langage qui va revenir dans les prises de parole de la droite. Aucune réorganisation, des investissements et des revalorisations à minima. Aucune vision pour l'hôpital, malheureusement un plan qui ne réglera rien. Et vous parliez de Bruno Retailleau, ce plan hôpital, on en a beaucoup parlé hier au Sénat, notamment lors des questions d'actualité au gouvernement. Voilà, l'angle d'attaque des sénateurs, c'était de dire que c'était une occasion manquée, ce plan. Regardez, Alain Milon, c'est lui qui est monté au front pour les sénateurs LR dans l'hémicycle. Les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Les 300 millions d'euros de plus pour 2020 sont à mettre en perspective avec les 800 millions d'euros de déficit annuel des hôpitaux. Et après avoir contribué à endetter les hôpitaux, faute de leur donner les moyens de fonctionner, vous vous contentez d'alléger leur dette d'1 tiers. On a entendu l'un des reproches, c'est le versement de ces primes au lieu de hausse des salaires pérennes qui peuvent compter aussi pour les retraites. Ça, c'est donc un des reproches qui a été fait hier. Eh bien, Agnès Buzyn, elle a répondu sur ce commentaire-là. Écoutez, c'était au micro d'Alexandre Poussard, juste après la séance des questions d'actualité. Certains veulent des revalorisations de tout le personnel médical. Nous savons que ça mobilise aujourd'hui des budgets sans forcément être transformants, sans changer vraiment les conditions de travail des professionnels. Or, ce qu'ils réclament, c'est évidemment une reconnaissance de leur engagement, mais surtout qu'on leur permette de travailler mieux. Or, des budgets en hausse, ça veut dire pouvoir recruter du personnel, ça veut dire pouvoir réouvrir des lits. Et donc, en fait, nous leur donnons les moyens de fonctionner pour améliorer leurs conditions de travail et évidemment valoriser ceux qui s'engagent dans des projets. Voilà, tous ces débats ils reviennent maintenant au Parlement, je vous le disais, avec la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sera l'occasion d'avoir un débat dans l'hémicycle.
Merci pour ce point, Quentin, et à noter qu'Édouard Philippe, qui est en ce moment même l'invité de nos confrères de la matinale de France Inter, a réagi sur l'hôpital. L'hôpital est en phase de décrochage. Les capacités de l'hôpital public ont été asséchées. Nous voulons redonner des marges de manœuvre. Voilà ce que vient de déclarer Édouard Philippe. Est-ce que ce plan il sera suffisant pour calmer la colère? Il ne sera pas suffisant, surtout en certains endroits où la situation est plus dégradée que d'autres. Mais il faut quand même rappeler que les élus de droite, les LR, là, qui critiquent ce plan, qui trouvent insuffisant, étaient des gens qui soutenaient parfois François Fillon, qui lui promettait de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, si vous voulez. Donc là, ils ont la partie un peu belle, ils ont un peu oublié leurs propres promesses, que ce soit celle de Sarkozy ou de Fillon, ça allait quand même taper sec. La promesse était de taper très sèchement dans les effectifs. Donc, si vous voulez, il y a je trouve un petit morceau d'hypocrisie qu'on peut trouver totalement agaçant. Jérôme Cordelier, vous qui mettez l'hôpital à la une du Point cette semaine. Oui, et on met aussi d'ailleurs un papier sur la méthode Macron. Et dans ce plan hôpital, on voit un peu la méthode Macron, c'est-à-dire un plan qui a été préparé par Agnès Buzyn, décidé, arbitré et tout. Mais il a fallu jusqu'à la dernière seconde. Voilà le feu vert de l'Élysée. Et c'est un petit peu ce qui achoppe, c'est-à-dire que tout est quand même très centralisé et qu'on attend toujours le feu vert du président de la République. Donc ça donne un peu ce côté un peu pagaille dans l'annonce, alors que tout ça pourrait être un petit peu plus organisé en amont, quoi, pour pas donner ce côté un peu voilà, où on annonce un peu dans la ferveur, enfin dans le rush, alors que évidemment c'est préparé quand même depuis plus longue date. Et Sébastien Fournier, cette question des hôpitaux, elle inquiète bien sûr le personnel hospitalier, mais elle inquiète aussi les élus, surtout à l'approche des municipales. L'hôpital, c'est souvent le premier employeur dans les communes. Oui, et il y a effectivement, comme le disait Guillaume, des situations qui sont assez dramatiques dans certains hôpitaux et dans certains CHU, notamment de grands hôpitaux. Ce que veulent les élus de façon générale, c'est que, d'ailleurs, ce coup de pouce, enfin, c'est 1,5 milliard d'investissements supplémentaires, soit bien répartis sur tout le territoire. Je crois que là, les élus sont très demandeurs à ce que l'offre médicale soit la mieux répartie sur le territoire. Ça, je crois que c'est une des revendications, alors notamment, on va parler un peu technique, mais à travers notamment les contrats locaux de santé. Donc ça, ils sont très demandeurs. Ils sont très vigilants sur cette question. Oui, parce très rapidement, Guillaume. Bah oui, parce qu'on ne peut pas faire peser dans ces coins-là la surcharge sur la médecine de ville. Il n'y a plus de médecins libéraux, donc il n'y a plus que l'hôpital. Exactement, il n'y a plus que l'hôpital. Donc l'offre équilibrée sur le territoire, je pense que ça c'est une revendication majeure des élus locaux. Allez, on va se rendre à Marseille, on va changer d'air. Marseille, en plus au Vieux-Port, retrouver Guillaume Riccardi. Bonjour Guillaume, vous êtes le directeur de la rédaction de la Provence, nos partenaires. Vous allez faire des envies avec cette image derrière vous. Et vous allez nous parler d'un tout autre sujet. C'est vrai qu'il ne fait pas beau en plus à Marseille. Vous allez nous parler d'un tout autre sujet, c'est le jour J pour les 20 primeurs. Eh ben effectivement, Oriane, tous les 3e jeudis du mois de novembre, c'est les 20 primeurs qui sont en fête. Le Beaujolais nouveau, c'est le vin auquel on pense bien évidemment en premier. Et puis les Côtes-du-Rhône primeurs également dans notre région ici dans le sud qui sont à la fête. Alors il est important de rappeler que c'était une opération marketing à l'origine que ces 20 primeurs. Ces 20 primeurs, effectivement, qui dès 1951, avec leurs producteurs, se sont dit, essayons de conquérir un nouveau public, effectivement, et d'un public jeune et festif, car c'est vraiment l'esprit de ces 20 primeurs. C'est un moment de partage entre amis, ce soir à la sortie du bureau ou en rentrant à la maison. Et autre sujet à la une de la Provence, c'est le Vélodrome, bientôt transformé en piscine. Effectivement. Alors, au mois d'octobre, à Indianapolis, a été lancée une nouvelle compétition de natation, l'International Swimming League, qui veut rendre en fait plus festif, plus attrayant la natation. C'est vrai que la natation, ça se pratique en bassin, devant un public forcément limité de par la capacité d'accueil des piscines, même si elles sont olympiques. Et donc, la problématique d'accueillir plus de monde et pour faire de la natation un spectacle, à Marseille, on se l'est posé. Et il y a l'envie, dès la saison prochaine, d'accueillir une manche de cette International Swimming League avec une piscine de 25 mètres installée sur la pelouse du stade Vélodrome devant le virage nord qui peut accueillir 13 000 personnes. Ce qui est important, c'est qu'il y a un Marseillais dans le coup qui est l'ambassadeur de cette nouvelle compétition. C'est Florent Manodou qui a été licencié au Cercle des nageurs de Marseille à quelques centaines de mètres de là où je me trouve ce matin.
Eh bien voilà, on suivra tout ça. Ça va être impressionnant, ce vélodrome transformé en piscine. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin. On va revoir la une de la Provence sur ces 20 primeurs qui, comme le rappelait Quentin Calmet, sont à consommer avec modération. Et Quentin, c'est à vous la revue de presse quotidienne régionale. Et Quentin, on revient sur ce plan hôpital. Il fait la une de la Voix du Nord. Voilà, il fait la une de la Voix du Nord. Il fait la une de pas mal de titres de la presse quotidienne régionale aujourd'hui. Un plan à 1,5 milliard pour l'hôpital public, titre la Voix du Nord, avec une bouffée d'oxygène. Voilà, on voit la une à l'image. Une bouffée d'oxygène insuffisante pour les syndicats dans les pages intérieures. Je vais vous donner quelques citations de ces syndicats qui sont interrogés dans l'article. Très peu pour quelques-uns et rien pour le reste, dit par exemple le syndicat FO Santé. On saupoudre les primes, dit ce responsable CGT cité dans la Voix du Nord. Au centre hospitalier de Lens, la direction est rassurée, vous le voyez, mais les syndicats très mitigés. On le voit en bas, ici, dans la seconde partie de l'article. La direction, par exemple, elle est rassurée par la reprise de la dette. Ça, c'est une mesure, ce n'est pas une mesure miracle, mais ça n'est pas neutre que l'État reprenne notre dette avec des taux intéressants, dit ce membre de la direction. Et à la une du Midi Libre, on parle du papy-boom. Voilà, il y a cette enquête à retrouver dans le Midi Libre sur cette forte hausse du grand âge et de la dépendance à l'horizon 2040, nous raconte le Midi Libre. Et donc cette enquête à voir dans le journal. Et c'est bientôt Noël. C'est à la une de Républicain Lorrain. Voilà, Metz qui lance la saison de Noël avec hier l'ouverture du marché de Noël dans la ville. C'est parti pour la magie de Noël, nous dit l'article dans les pages intérieures. On sent l'excitation dans la rédaction du Républicain Lorrain, avec sa forte tradition et la multiplicité de ses manifestations. Le Grand Est constitue la capitale de Noël, dit l'article. Le marché de Noël qui a été lancé en 1994 avec des estimations à 1,5 million de visiteurs chaque hiver. Et pour terminer, un film parfait pour Noël. 40 ans, ce sont les bronzés. Voilà, retour dans le Dauphiné libéré sur le tournage à Val d'Isère de ce film devenu culte, sorti un 21 novembre, le 21 novembre 1979. Le journal qui nous parle notamment, regardez, de Fernand Bonnevie. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, il est là, ici, à l'image. Il est célèbre pour son planté de bâton. C'était lui, le moniteur de ski de Monsieur Duss. Et donc, il s'est éteint en 2013, mais le journal dresse son portrait. Il dit sa légende reste intacte. Il a enseigné le ski à l'ESF pendant 60 ans. Et l'équipe du tournage disait l'avoir choisi car il était vieux. Mais Fernand Bonnevie, il disait de son côté qu'il avait été choisi car il était moche, mais il en rigolait, conclut le journal. Eh bien voilà, et pour ceux qui veulent revoir les bronzés, donc les bronzés qui ont 40 ans aujourd'hui. Merci Quentin. On va parler de vos unes, on a vu, on a déjà parlé de la une du Point, on va la revoir sur les hôpitaux, Jérôme Cordelier, et sur cet article sur Emmanuel Macron, avec un titre, j'attends que les escargots dégorgent. Oui, c'est ce qu'a dit Macron à quelqu'un qui le connaît, c'est qu'on a fait un portrait, donc Émile Ilanez et le service politique ont égrené vraiment beaucoup d'anecdotes sur un portrait psychologique du président, et notamment dans ses relations avec les autres. C'est-à-dire, on voit, et d'ailleurs ça influe quand même sur la politique du pays, c'est-à-dire un Emmanuel Macron qui a du mal à trancher, qui a des rapports, on se demande s'il est affectif, s'il est très... Mais on le sent très sensible aux autres. Et ce qui apparaît dans ce portrait, c'est que, évidemment, c'est quelqu'un qui est quand même assez jeune dans la fonction, qui est jeune, et ça se retrouve peut-être un manque d'expérience de la vie, peut-être, et donc il a un rapport aux autres qui reste en fait très, très affectif, très sensible. Et donc, alors ça peut être, évidemment, c'est une qualité humaine très importante, mais quand on est à l'Élysée, voilà, ça peut créer quelques dysfonctionnements. Et donc, ce portrait est vraiment passionnant. Dans le récit, on apprend beaucoup de choses sur Emmanuel Macron. Et c'est à lire dans Le Point. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce baromètre. Juste en 10 secondes, on voit que ce qui marche, finalement, c'est l'autorité. Voilà, beaucoup d'enseignements dans ce baromètre, c'est-à-dire un bond de Marine Le Pen, un bond énorme de Nicolas Sarkozy, qui est quand même l'info importante du baromètre, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy passe de la 7e à la première place chez les sympathisants,
de La République En Marche. C'est-à-dire que voilà, il fait un bond spectaculaire et donc Sarkozy n'a jamais été aussi populaire chez les marcheurs. Donc il y a quand même quelques questions à se poser. Et ensuite, on voit une dégringolade des figures de gauche, et notamment de Anne Hidalgo. Et voilà, tout ça c'est donc à lire dans Le Point cette semaine. Jérôme Cordelier, on va voir vos unes, messieurs. La une de la Gazette des Communes, le grand désarroi des maires de France. C'est votre une cette semaine, Guillaume Doyen. Et puis la une de Sébastien Fournier, Métropole. Enfin, pas de Sébastien Fournier, parce que d'Objectif Métropole de France. Vous travaillez là-bas. D'Objectif Métropole de France, métropole si riche, si pauvre. Et puisqu'on parle des maires, on va aller porte de Versailles. Retrouver en direct Pierre-Henri Gergonne. Bonjour Pierre-Henri, vous suivez pour nous ce 102e congrès des maires de France. Et Pierre-Henri, quel est le programme de cette journée de clôture ? Ah ben, c'est la dernière journée, c'est la dernière ligne droite de ce congrès des maires de France. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Eh bien, peut-être beaucoup avec la venue cet après-midi aux alentours de 15-16 heures du Premier ministre Édouard Philippe. On s'en souvient, Emmanuel Macron était là mardi dernier, il avait parlé pendant 1h30, un discours qui avait laissé pour le moins dubitatif les maires. Emmanuel Macron qui les recevait encore hier soir à l'Élysée, qui recevait également en tête-à-tête François Baroin, le président de l'AMF. Mais on écoutera avec beaucoup d'attention les propos du Premier ministre cet après-midi qui pourraient peut-être apporter des précisions, des éclairages, en particulier sur cette fameuse loi, ce projet de loi engagement et proximité, toujours en débat à l'Assemblée nationale. C'était cette nuit encore. Cette dernière journée du Congrès des maires de France est également la dernière journée de la présidence de François Baroin à la tête de cette institution. Il rendra son tablier à la fin de cette journée pour, qui sait, ouvrir une autre page de sa vie publique et politique. Alors bien entendu, Public Sénat sera très présent aujourd'hui encore, comme toute la semaine, ici même porte de Versailles. Et d'ailleurs, Oriane, eh bien, on vous retrouvera cet après-midi pour nous présenter un document tout à fait exceptionnel. Il est signé Public Sénat et il met en valeur cette mission de maire, une mission de maire qui a été très largement mise à l'honneur tout au cours de cette semaine ici même. Exactement, et tout ça c'est à suivre cet après-midi à partir de 15h avec vous aussi Pierre-Henri. Pierre-Henri, on vous retrouve dès 11h ce matin pour de nouveaux débats sur votre plateau, notamment on va suivre la table ronde sur les finances. À tout à l'heure Pierre-Henri, on se retrouve demain dans Bonjour chez vous, l'invité politique Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. On vous souhaite une très bonne journée, à demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.